PC, PS en surpasse l'unanimité. Aldo Moro, l'Italie lassée de la peur. L'affaire des casinos, les roulettes niçoises. Bonne Washington, le printemps des critiques. Bonsoir. Et puis, la mort d'un grand patron. Le professeur Robert Debré, en effet, vient de s'éteindre à l'âge de 96 ans. Il avait été hospitalisé dans le courant de la semaine à la suite d'une chute survenue dans son appartement parisien. Médecin, bactériologiste, pédiatre, le père de Michel Debré était également un écrivain de talent. C'était un grand savant au service de l'homme, a dit Madame Simone Veil, le ministre de la Santé, en apprenant sa disparition. En fait, jusqu'à la fin de ses jours, le professeur Debré a étonné ceux qui l'entouraient par sa vitalité et les activités qu'il continuait à avoir. Presque tous les médecins de France ont suivi ses cours. En 1958, il a fait la réforme des études médicales qui est toujours en vigueur. Partisan d'une politique de la famille où, comme son fils Michel, il pensait nécessaire d'avoir 3 ou 4 enfants, Robert Debré, en homme très ouvert, avait aussi conscience des problèmes que cela pouvait poser. Il y a un peu plus d'1 an, il nous parlait de la retraite et du vieillissement. Le vieillissement est très variable dans sa rapidité suivant les hommes. Certains, on peut le dire, vieillissent jeunes, si j'ose dire, d'autres ont une verte vieillesse. Et ces différences sont très marquées et assez imprévisibles. Si bien que ce phénomène doit avoir une action sur l'âge de la retraite et qu'il y a quelque chose de brutal à imposer la retraite à tous au même âge, alors qu'en vérité, s'ils ont le même âge au calendrier, ils n'ont pas le même âge réel. Un peuple vieux n'est pas un peuple qui a une très longue et souvent très belle histoire. Un peuple vieux est un peuple où le nombre des vieillards, le nombre des gens âgés par rapport à celui des gens jeunes est trop élevé. C'est précisément ce qui est en train d'arriver en France et il y a déjà pas mal de temps. Et en Europe, et non seulement en Europe, mais dans tout notre monde occidental, où par suite de la diminution du nombre des naissances, et d'autre part, la possibilité de vieillir plus longtemps, ces peuples vieillissent, et je crois que c'est une explication, peut-être la principale, de la diminution de leur pouvoir sur la Terre, et en même temps de la diminution de leur vitalité. Quel âge avez-vous ? J'ai 94, je marche sur 95. Mais le professeur Robert Debré, avant tout, a été un pédiatre, un grand pédiatre, probablement le plus grand pédiatre du monde de notre temps. Quand Robert Debré entre en médecine au début de ce siècle et qu'il décide de se consacrer à la pédiatrie, la situation était dramatique. Un très grand nombre d'enfants mouraient surtout de maladies infectieuses. Très vite, il comprend et il forme son idée et établit 2 données qui toute sa vie vont le conduire. 1, que la mort d'un enfant est inacceptable, et 2, que chaque enfant est un être particulier, individuel, différent des autres et qu'il faut considérer comme tel. Et si à l'heure actuelle, de grands progrès sont en cours dans cette direction, dans ces voies qui ont longtemps été si incertaines, si malaisées, si l'on peut espérer voir diminuer le nombre des enfants mal formés, diminuer le nombre des maladies dues à des désordres biochimiques, c'est encore à lui qu'on le doit. C'est un des plus grands médecins de notre temps, peut-être le plus grand, qui vient de disparaître. Il n'est pas exclu qu'on parle un jour du siècle de Robert Debré pour parler des presque 100 ans qu'a duré sa vie. Dans la soirée, M. Valéry Giscard d'Estaing vient d'envoyer un télégramme au fils du professeur Robert Debré, à Michel Debré, disant par le rayonnement international de sa pensée et de son action, Robert Debré restera comme l'un des très grands noms de la médecine française du XXe siècle. Événement politique de ce week-end, la Convention nationale du Parti socialiste qui siège depuis ce matin à huis clos. C'est M. Pierre Mauroy qui a ouvert les débats ce matin en dressant d'abord le bilan des élections législatives. Le Parti socialiste a progressé dans 78 départements, a précisé Pierre Mauroy, en notant par ailleurs que M. Mitterrand était le plus qualifié pour être le candidat du Parti socialiste aux prochaines élections présidentielles de 1981. Pour sa part, Lionel Jospin, qui faisait un rapport sur les relations PC-PS, a été très clair. C'est le Parti communiste qui est responsable de l'échec électoral. Il l'a répété à Noël Copin cet après-midi. Je ne crois pas que nous retournions le compliment exactement dans les mêmes termes. Nous disons simplement que du côté du Parti socialiste, on peut peut-être constater un certain nombre d'insuffisances,
d'erreurs à l'occasion de la discussion, mais que c'est bien effectivement le Parti communiste qui porte devant les travailleurs et devant l'histoire la responsabilité historique de l'échec de la gauche. Je pense qu'il est utile, oui, que le Parti communiste, pour son propre compte, que nous-mêmes en tout cas, nous fassions ce bilan et que nous l'écrivions noir sur blanc. Les écrits restent. Mais de toute façon, effectivement, c'est la masse de ceux qui se reconnaissent dans l'union de la gauche qui trancheront pour savoir qui a eu tort. Vous dites union de la gauche, quelle signification cette expression peut encore avoir aujourd'hui? Écoutez, face à l'offensive actuelle du gouvernement Barre, qui est certainement une des plus systématiques, une des plus audacieuses peut-être, que mène la classe dirigeante, je pense que la nécessité de réunir l'immense quantité de ceux qui travaillent subsiste et que les partis politiques qui représentent cette masse de travailleurs ont vocation donc à travailler ensemble. Bien, Jean-François Kahn pour le comité central du Parti communiste, Noël Copin pour la convention nationale du Parti socialiste. Tous deux, vous avez particulièrement analysé ce qui s'est passé dans ces deux réunions. Et j'ai l'impression que sous l'unanimité, il y avait autre chose. Il y avait des fêlures, des fissures. Enfin, ça ne se passait pas très bien. Alors d'abord chez les socialistes, Noël Copin, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Eh bien, il est peut-être encore trop tôt pour le dire parce que la convention va se prolonger encore assez tard, sans doute dans la soirée, même peut-être dans la nuit. Mais il est vrai qu'il y a eu dès aujourd'hui une quasi-unanimité dans un vote approuvant ce qu'avait fait la direction du parti au cours des derniers mois. Disons que c'est un vote traditionnel et un peu formel. Et il y a contestation, effectivement, contestation sur le fonctionnement démocratique du parti, un peu comme au Parti communiste. Et là, M. Mitterrand a répondu avec vivacité aujourd'hui. Il a dit en particulier, je rejette l'accusation d'impérialisme et de présidentialisme. Mais je crois que il ne faudrait pas pousser trop loin la comparaison avec le Parti communiste parce qu'au sein du Parti socialiste, il y a des tendances qui sont, ou des courants de pensée, comme on dit, qui sont parfaitement connus à l'extérieur. S'il y a malaise au sein du Parti socialiste, c'est bien sûr parce qu'il y a eu une défaite électorale et qu'à la suite de cette défaite, il faut repenser une action et une stratégie. Mais disons-le clairement, il y a malaise parce qu'il y a aussi un problème de personnes. Le problème de personnes, c'est qu'après cette défaite électorale, un certain nombre de socialistes ont pensé que peut-être M. Mitterrand ne serait plus candidat aux élections présidentielles de 1981. Et quelques personnalités, procès d'intention ou intention réelle, ont été accusées de se porter un peu trop vite sur la ligne de départ pour assurer éventuellement la succession. Alors là aussi, M. Mitterrand réagit avec vigueur. Il laisse entendre que la succession, il dit clairement que la succession n'est pas ouverte, non pas parce qu'il serait lui-même candidat dès maintenant, mais parce que, estime-t-il, le Parti socialiste a mieux à faire au cours des mois et des années qui viennent que de s'entre-déchirer sur des questions de cette nature. Voilà donc pour les socialistes, Noël Copin. On passe maintenant au problème communiste avec la fin donc du comité central hier soir, Jean-François Kahn, et là aussi, unanimité, mais... Si vous voulez, je vais simplement vous faire état d'informations que j'ai pu recueillir et qui me semblent sûres. Je crois qu'on peut faire confiance à ces informateurs. Alors, d'abord, c'est un fait que l'argument selon lequel, dans des périodes difficiles comme ça, où le PC est contesté, il faut resserrer les rangs et donner l'impression qu'on est unis à l'extérieur, est un argument qui passe bien encore dans le Parti communiste, d'autant plus qu'on a dit à certains, disons un peu contestataires, semblons unis maintenant et dans quelques mois, quand tout ça sera tassé, eh bien, on étudiera certains problèmes. Deuxième aspect, c'est vrai qu'aucun des participants à ce comité central n'a mis en doute le fait que le Parti socialiste était responsable de l'échec de la gauche et qu'il avait viré à droite. Bien. Et puis, il y a eu beaucoup de gens qui sont intervenus pour donner raison à la ligne du parti. Il y a eu même des interventions très dures, comme celle de M. Chambas, qui est un des intellectuels du bureau politique. Mais il y a eu des voix discordantes. Il y a eu un certain nombre de gens qui se sont sur tel ou tel point démarqués du rapport présenté par M. Marchais. Il y a eu, ça c'est nouveau, il y a eu des représentants de fédérations, par exemple, Fédération de Paris ou Fédération du Var. Il y a eu des députés comme M. Juquin, il y a eu des intellectuels comme M. Henri Malberg, il y a eu un responsable de la presse communiste, de l'hebdomadaire du Parti communiste, comme M. Hincker, etc. Et ça, c'est nouveau. D'ailleurs, un élément très intéressant, c'est que d'habitude, dans le comité central, les interventions sont préparées. Les gens succèdent à la tribune. Oui, c'est ça, ils préparent leurs interventions. Là, une des raisons pour laquelle ça a duré une journée de plus, c'est que beaucoup de participants ont pris la parole spontanément de leur banc pour dire on n'est pas d'accord avec cela, ou je voudrais discuter tel point, et ont improvisé des interventions. Et c'est pour ça que ça a été beaucoup plus long. Bien, merci Jean-François. Raymond Barre a inauguré ce matin la foire de Paris. C'est le 67e anniversaire de cette foire qui attend près d'1 million de visiteurs. Pendant l'inauguration, le Premier ministre a déclaré « Les Français font preuve d'imagination, d'invention et d'innovation, mais la France ne maintiendra son niveau de vie qu'avec des efforts et de la discipline ».
Effort et discipline sont deux vertus que l'on prête souvent à nos voisins allemands pour expliquer entre autres leur réussite économique actuelle. Deux qualités auxquelles il faut ajouter tout de même l'aide du grand allié américain. Or précisément, il y a de l'orage dans l'air en ce moment entre Bonn et Washington. Un langage peu diplomatique, mais qui est bien proche pourtant de la réalité si l'on en croit la vraie colère du chancelier allemand Schmitt hier, qui a parlé d'irresponsabilité pour la politique économique actuelle de l'administration Carter. Critique sévère et qui ne touche pas seulement l'économie. Entre les États-Unis et l'Allemagne, c'est un peu le monde à l'envers. Les belles américaines ne sont plus inaccessibles pour les Allemands. Une luxueuse limousine Made in USA n'est pas plus chère qu'une voiture allemande de classe moyenne. Ce petit miracle, les Allemands le doivent à un Deutschmark surpuissant par rapport à un dollar bien mal en point. Dans le même temps, les soldats américains postés en Allemagne voient leur pouvoir d'achat fondre un peu plus chaque jour. Ils ne sont plus, comme il y a 15 ou 20 ans, des consommateurs privilégiés. Résultat, ils sortent de moins en moins de leur ghetto militaire. Les soldats US stationnés en Allemagne ne sont vraiment plus les Américains de l'Europe. À la source de leur désagrément, une monnaie américaine dont les parités ne cessent de chuter, ce qui est très mal vu par les exportateurs qui ont de plus en plus de mal à concurrencer les produits américains. Les grandes sociétés allemandes ripostent cependant en installant leurs usines aux États-Unis. Une bonne opération comparable à celle que faisaient jadis les Américains au beau jour du dollar lorsqu'ils achetaient des usines en Europe. Quoi qu'il en soit, la politique économique et monétaire est devenue une pomme de discorde entre Bonn et Washington. Autre source de conflit, économique elle aussi, la ferme intention de Helmut Schmidt d'équiper le Brésil du général Geisel et pour quelques 12 milliards de Deutschmark en réacteurs nucléaires et en usines de retraitement de matières fissiles. C'est encore là une initiative insupportable pour le président Carter, obsédé par les risques de prolifération de l'arme nucléaire. Accessoirement et à travers ce marché, l'Allemagne marche en quelque sorte sur les plates-bandes commerciales des États-Unis et c'est tout aussi grave. Même sur le plan militaire, Allemands et Américains ont des motifs d'acrimonie. Les élèves modèles de la classe atlantique de Bonn n'acceptent plus d'être placés devant des décisions prises en solitaire par le grand frère américain. Ce fut notamment le cas récemment lorsque le président Carter surprit ses partenaires en décidant de ne pas construire la bombe à neutrons. Les rapports entre Allemands et Américains sont vraiment d'un nouveau type. Les Allemands sentent que les Américains ne pensent pas assez souvent à eux, à leur situation, à leurs problèmes. Donc, certaines différences entre les deux parties. Mais en même temps, on peut constater chez beaucoup de jeunes Allemands un désir de davantage d'égards, davantage de compréhension du côté des Américains. Et dans ce sens, ces jeunes Allemands veulent être des grandes personnes, veulent manger à la table des grandes personnes et ne pas se sentir dans une situation de tutelle. Je crois que c'est la principale événement dans ce domaine. Est-ce que l'on peut parler, dans l'attitude allemande actuelle, d'une espèce de néo-gaullisme? Je ne pense pas, franchement. La situation géopolitique de l'Allemagne est claire. Il n'y a pas de l'Allemagne entre l'Allemagne et la Tchécoslovaquie. Les Russes sont de l'autre côté. Il y a une différence également dans la mentalité des Allemands par rapport aux Français. Les Allemands de l'Ouest sont foncièrement anticommunistes. Il n'y a pas autant de nuances dans cette attitude qu'en France. Le gaullisme ou un néo-gaullisme allemand est une intéressante idée, mais je ne crois pas, ayant donné les réalités de la situation militaire et politique, qu'elle pourrait avancer. L'affaire du Boeing sud-coréen, avant-dernier épisode, ou presque, le pilote et le navigateur du Boeing ont avoué leur culpabilité, disent maintenant les soviétiques. Ils avaient compris les ordres des chasseurs, mais ils n'ont pas voulu se soumettre. Ils se sont repentis, cela nous suffit. Ils sont donc libres. Ils vont être expulsés dans la soirée. En Italie, malgré une nouvelle lettre manuscrite d'Aldo Moro et malgré un mystérieux téléx anonyme impliquant les Palestiniens dans l'enlèvement du président de la démocratie chrétienne, il semble bien que la vie quotidienne reprenne le dessus.
la guerre psychologique déclenchée par les terroristes des Brigades Rouges, n'empêchant pas une certaine lassitude des Italiens. Les Italiens sont de plus en plus incrédules devant la tournure que prend l'affaire Moro. Est-il possible, par exemple, qu'Aldo Moro joue à ce point le jeu des terroristes, même s'il se trouve prisonnier des Brigades Rouges? C'est d'autant plus étonnant que dans sa dernière lettre, parvenue la nuit dernière à un journal de Rome, Aldo Moro affirme qu'il n'a subi aucune contrainte, qu'il n'a pas été drogué. Une fois encore, puisqu'il s'agit de la 6e lettre publiée, Aldo Moro rejette sur la démocratie chrétienne l'entière responsabilité de sa mort éventuelle, comme si les Brigades Rouges n'existaient pas, comme si cela ne dépendait pas aussi des terroristes. Il y a également un côté irréel dans cette lettre, puisque Aldo Moro, en tant que président de la démocratie chrétienne, convoque le Conseil national du parti, comme s'il ne s'était rien passé, comme s'il était encore en mesure d'exercer ses fonctions de président. Incrédulité également des Italiens devant la tactique des Brigades Rouges. Comment, lundi dernier, les Brigades Rouges demandent à la démocratie chrétienne une réponse immédiate et positive à la libération de 13 terroristes et il ne se passe rien. Alors, est-ce que les Brigades Rouges sont réellement intéressées par la libération de ces 13 terroristes? Est-ce qu'il ne s'agit pas plutôt d'une mise en scène, à épisode, destinée avant tout à ridiculiser, à bafouer la démocratie chrétienne? Alors, quand le président du Conseil, Giulio Andreotti, réaffirme qu'il n'est toujours pas question de traiter avec les terroristes, on l'écoute, mais on est un peu perplexe devant la fermeté d'un gouvernement qui semble s'exercer dans le vide le plus absolu. Arrêt des travaux pour la centrale nucléaire de Flamanville. Le tribunal administratif de Caen vient en effet de décider un sursis à exécution du permis de construire de cette centrale. Plusieurs recours avaient été déposés, en particulier par les agriculteurs. Le tribunal a relevé un certain nombre d'irrégularités à propos de l'obtention du permis de construire. Et c'est la première fois qu'un jugement favorable aux associations d'écologistes intervient pour arrêter la construction d'une centrale nucléaire en France. L'affaire des casinos niçois maintenant. Cela se complique un petit peu plus chaque jour. Avec par exemple aujourd'hui samedi la décision des actionnaires du casino du Palais de la Méditerranée d'accepter la démission du PDG de la société, M. Jean Buchet. Avant cela, hier vendredi, une nouvelle inculpation, la 17e, avait été décidée par les enquêteurs à propos des détournements dans les casinos de Nice. Une affaire compliquée, une enquête difficile. Jean-Jacques Dufour est allé sur place essayer de comprendre ce qui se passait autour des tapis verts. Selon les 300 employés licenciés du Palais de la Méditerranée, ce serait à l'évidence à cause du monopole que voudrait s'assurer M. Frattoni, PDG du RUL, du Casino Club et du Sun Beach de Menton, sur l'ensemble des jeux niçois, qu'on a fermé les portes. De l'entreprise, dirigé délibérément par le groupe Frattoni, scénario déjà réalisé au casino de Menton. Nous, employés du Palais de la Méditerranée, exigeons une solution. On pense que c'est volontairement que l'entreprise a été asphyxiée pour arriver au point où on en est aujourd'hui, c'est-à-dire la fermeture d'établissement. La première mesure a été le 1er juillet 1977. M. Frattoni a fait une note de service pour suppression de chèques, c'est-à-dire au crédit aux clients. Et on comprend bien que les clients d'un casino ne se promènent pas avec des valises pleines d'argent pour pouvoir jouer. La deuxième mesure, ça a été la non-réouverture de la banque à tout va, où le casino ne peut pas essuyer de pertes, il n'a que du bénéfice à faire. Deuxièmement, plusieurs mois plus tard, à la suite d'une perte aux 30 et 40, ils ont fermé le jeu pendant 4 mois, ce qui a attiré la clientèle vers notre concurrent direct, le Casino RUL. Madame Leroux, 56 ans, principal actionnaire de l'établissement et adversaire de M. Frattoni, fait chorus avec les syndicats. Une dame à qui il est arrivé pendant la période où elle fut PDG du Palais, bien des déboires. Un soir ici, en postant une lettre, j'ai été matraquée. On ne m'a rien volé, pourtant c'était facile dans ma voiture. Et le lendemain, on a mis le feu au Palais de la Méditerranée, tout près de la salle de jeu. Ensuite, il y a eu une bagarre à la boîte de nuit. J'ai été obligée de la fermer. Il y a eu encore d'autres pressions, bien sûr. Il y a eu aussi cette balle qu'on m'a déposée dans mon bureau peu de temps après. Bien sûr que tout est fait pour que je vende et je ne veux pas vendre le Palais de la Méditerranée. Jean-Dominique Frattoni, patron du RUL, nous a reçus mais n'a pas voulu être filmé.
54 ans, originaire de Corse, il a commencé dans le métier en exploitant dans les années 50 le modeste casino de Sainte-Maxime. Depuis, c'est devenu un homme d'affaires important. À toutes ces accusations, il répond. Mais Madame Leroux n'a rien à vendre. À cause de sa désastreuse gestion, la société était déjà en cessation de paiement à l'arrivée de mes amis. Déficit le 30 juin 1977, 1,7 milliard de centimes. Et il reprend. C'est pour cette même raison que je ne suis pour rien dans l'asphyxie du palais. Comment accepter des chèques, par exemple, quand il n'y a plus d'espèces dans la caisse? À ces éléments, il faut ajouter quand même des faits, des rumeurs, une ambiance. Jean-Pierre Roche, dit Bimbo, 48 ans, contrôleur des services hôteliers du Casino Ruhl, est abattu dans sa voiture en juillet 1977. César Valsagna, un moment au conseil d'administration du Ruhl, voit son nom mêlé à des affaires louches. Et enfin, ces articles dans la presse italienne selon lesquels certains casinos de la Côte d'Azur serviraient à blanchir l'argent de la mafia. Pour moi, c'est de la fabulation. Il est bien certain que blanchir de l'argent d'une salle de jeu, c'est excessivement difficile et quasiment impossible. De son côté, Jean-Dominique Frattoni, qui contrôle 4 casinos sur la Côte d'Azur, ajoute « Ces rumeurs sont diffamatoires, mensongères et calomnieuses. Pour ceux qui s'interrogent sur la provenance des fonds dont joue ma société, je peux vous dire qu'un contrôle fiscal sévère est en cours et que le résultat contribuera à mettre un terme à de telles divagations. » Fin de citation. Une bien ténébreuse affaire, un épais dossier qui s'est encore compliqué quand il y a quelques jours, à l'appel de Jean-Dominique Frattoni, qui avait constaté dans les comptes de son casino un manque à gagner important, 11 policiers parisiens de la brigade des jeux, conduits par le commissaire divisionnaire Saunier, arrêtés en flagrant délit un croupier indélicat qui subtilisait une plaque comme celle-ci. J'ai envoyé un fonctionnaire, notamment à une table de blackjack. Il a joué quelque temps et il s'est rendu compte qu'un croupier dérobait une plaque, l'introduisait dans ses chaussettes avant de partir à son vestiaire. À ce jour, 17 inculpations ont été prononcées, 13 au Ruhl, 4 au Palais de la Méditerranée. Une affaire déjà peu claire à laquelle s'ajoute une autre interrogation. Où se trouve la fille de Madame Leroux, elle-même porteuse de part, et disparue depuis 6 mois. En attendant, pour ne pas perdre leur emploi, 300 personnes continuent d'occuper le Palais de la Méditerranée. Un puzzle bien compliqué. Bien, à suivre donc. Au chapitre sport, en cyclisme, c'est le Belge Patrick Lefebvre qui a gagné cet après-midi la 4e étape Léon Valladolid du Tour d'Espagne. Un autre Belge, Ferdy Van Hout, conserve le maillot de leader. Et puis en rugby, coup d'envoi des 8e de finale dès cet après-midi sur Antenne 2. Dans les Jeux du Stade, vous avez pu suivre en direct Lourdes-Agen. C'est Lourdes qui s'est qualifié pour les quarts de finale. Daniel Cazal. Après 20 minutes d'un jeu assez terne, c'est Lourdes qui va ouvrir la marque sur cette action. Suivez bien le 10, Caussade. Il reçoit le ballon de la Forgue, feinte le drop, transmet à Berbizier, Berbizier-Belgeois. Belgeois donne à suivre, là lui arrive le premier et aplatit un essai qui ne sera pas transformé. 4-0 pour Lourdes qui construit mieux sans que pour autant se produise la petite étincelle qui enflamme le public. Deuxième mi-temps, Lourdes à droite mène 7-6 à une pénalité de Bergesco, Agen ayant répliqué par 2 pénalités de Bernard Viviès. Et sur cette touche lourdaise, le ballon sort pour la Forgue. Et Caussade réussit un drop. Lourdes mène 10-6. 26e minute sur une nouvelle touche à proximité des buts d'Agen. Les avants lourdais marquent un essai en force par Carpentier. Bergesco transforme 16-6. Carpentier le dernier à se lever. À la dernière minute, Agen a réussi un essai. Après une touche raccourcie, Mexted a donné à Casaubon pour Dubroca. Casaubon récupère et envoie Béguéry à l'essai. Score final 16-10 pour Lourdes qui rencontrera le vainqueur de Toulon-Valence en quart de finale. Événement ce soir sur Antenne 2. Il ne s'agit pas de sport, ni de politique, mais tout simplement de télévision. Et croyez-moi, c'est un vrai événement en raison surtout de la qualité de l'émission que notre chaîne va vous présenter. Il s'agit du premier épisode d'Émile Zola, une série écrite et réalisée par Armand Lanoux et Stelio Lorenzi. Émile Zola ou la conscience humaine, c'est évidemment le dossier bien difficile de l'affaire Dreyfus. C'est aussi une remarquable création dramatique au service de l'histoire. Tu vas voir, je vais lui régler son compte. Émile, lance sur le parquet ciré.
Sergio Lorenzi, est-ce que vous avez fait une œuvre historique, une dramatique qui fait appel à des bases réelles, ou un reportage sur une actualité, après tout, pas si lointaine? Ben, je vous répondrai les trois. En fait, cette œuvre historique, indubitablement, mais basée sur des faits réels, avec une recherche d'une authenticité, enfin honnête. Mais il est évident que c'est en même temps une œuvre de création, parce que Zola, c'est pas Zola là qu'on voit sur le film, c'est Jean Topard, ce sont des comédiens. Donc il y a forcément une distanciation, il y a une création artistique. Mais c'est une création artistique entièrement basée et fondée sur des faits authentiques, c'est-à-dire que c'est œuvre d'histoire et en même temps œuvre de création dramatique. C'est l'histoire par le truchement de la dramaturgie télévisuelle. Je ne comprends pas cet acharnement contre un si mauvais coupable. L'antisémitisme seul ne l'explique pas. Oh, si. Dreyfus a quitté. Le premier officier juif entrait à titre permanent au grand état-major. Vous lisez Drummond. Vous devez comprendre. Enfin, quoi? Dreyfus a quand même été condamné par 7 officiers à l'unanimité. En effet. Sur un dossier secret. Un dossier secret? Un dossier qu'on ne montre pas à l'accusé, pas à l'avocat, pas à la famille. Alors ce serait une forfaiture? Exactement. C'est le mot. On se devait, pour 3 raisons, à mon sens, de faire enfin, de traiter cette histoire. C'est que d'abord, Zola est un homme monumental sur le plan littéraire et méconnu. C'est un inconnu célèbre. Deuxièmement, le J'accuse. Ce qu'il a fait avec son J'accuse, c'est le Watergate à la puissance 100, et il y a de ça 80 ans. C'est unique dans notre histoire, le J'accuse. Et ensuite, alors, l'affaire Dreyfus aussi, parce que c'est un tournant de notre histoire nationale. On peut dire que c'est après l'affaire Dreyfus que naît vraiment en France la République moderne, libérale et démocratique. Voilà, juste après Zola, il y aura le magazine Voir et la dernière édition du journal présentée par Hervé Claude vers 23h20. 2 mots de la météo avant de se quitter. Demain, le temps sera couvert et pluvieux du nord à l'est du pays et sur les régions méridionales où les pluies pourront être particulièrement violentes. L'après-midi sera un peu moins maussade sur l'ouest où des éclaircies alterneront avec les averses. Les vents de sud seront forts en Méditerranée et dans la vallée du Rhône. Je vous retrouve demain à 13h avec plaisir et je vous souhaite une très belle soirée sur Antenne 2.